Merci aussi du choix des autres intervenants qui me permet de m'instruire dans cette journée. Je n'ai pas évidemment de légitimité soignante à vous parler. Je le ferai donc, je l'espère, avec modestie, mais en essayant de restituer avec les mots et les outils de ma discipline ce que j'apprends depuis maintenant plus de 20 ans en travaillant régulièrement aux côtés d'équipes soignantes et en particulier d'équipes s'occupant de la fin de la vie. La première chose que je voudrais dire, c'est que la pratique soignante me paraît être essentiellement une pratique éthique et pas simplement, évidemment, une pratique professionnelle. Bien entendu, la première vertu que l'on exige d'un soignant, c'est d'être compétent. Ça va de soi. On dit toujours « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et donc il va de soi qu'il faut avoir cette conscience morale, cette conscience éthique dans le métier. Mais enfin, rappelons que la première exigence éthique, c'est presque l'inverse de la formule de Rabelais que je viens d'évoquer. Conscience sans science ne serait que ruine du corps. Or, c'est bien la première exigence qui est imposée aux soignants que de donner à ce corps, justement, les moyens d'exister le moins mal possible. Donc c'est une pratique éthique en ce sens que dès lors qu'il y a un pacte de confiance, c'est-à-dire la remise d'une vulnérabilité entre les mains d'une supposée compétence, eh bien, dès lors qu'il y a ce pacte de confiance, vous voyez que le mot de confiance tout de suite nous met sur un autre registre que le simple échange de services. Nous sommes évidemment dans une relation humaine à forte densité émotionnelle et également à forte densité de valeurs. Et c'est pourquoi c'est inéluctablement une pratique éthique. Je définis la relation de soins comme finalement une vulnérabilité qui s'expose auprès d'une compétence, certes, mais aussi auprès d'une compétence qui ne nie pas sa vulnérabilité et qui ne nie pas, comme on vient de le dire très très bien, l'incertitude. L'incertitude, évidemment, n'est pas à comprendre ici comme, ça vient d'être rappelé, comme une sorte de scepticisme dans lequel on s'installerait confortablement, douillettement. L'incertitude est bel et bien, comme il vient d'être dit, le moteur de la recherche. Il ne s'agit pas du tout en récusant le dogmatisme, en récusant le fait que, oui, on sait d'avance ce qu'il faut faire, de sombrer dans je ne sais quel relativisme, c'est-à-dire dans, finalement, l'inconfort cultivé de dire on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Non, ce n'est pas ça l'incertitude. L'incertitude, c'est ce qui nous met en mouvement réellement. Alors, c'est une pratique éthique, bien sûr, et qui commence par les choses les plus élémentaires. On a beau être philosophe, quand on se trouve du côté du malade, et c'est l'expérience qui vient d'arriver à une de mes excellentes collègues qui, depuis autant de temps que moi, s'occupe d'éthique médicale. Elle a eu un incident cet été et elle a raconté sur 10 pages son expérience du côté du soignant, du côté du soigné, pardon. Et alors, du coup, elle se dit, mais alors c'est bizarre parce que les gens auxquels je m'adresse, ils n'ont pas l'air du tout d'être comme ceux qui se sont adressés à moi dans la situation où je me suis trouvé. Je me suis trouvé, dit-elle, avec une compagne de chambre, et heureusement qu'elle était là parce que c'est elle qui m'a indiqué les codes, c'est elle qui m'a indiqué comment m'y prendre, comment me débrouiller, comment, dans cette situation de dépendance totale où je me trouvais, il fallait que pour aller aux toilettes, d'ailleurs je ne pouvais pas aller aux toilettes, me disait-elle, j'étais obligé de prendre un bassin, etc. Il fallait évidemment que j'apprenne un petit peu à m'y prendre à l'avance, parce que je sonnais, mais ce n'était qu'une heure après qu'on venait me voir. Ou encore, disait-elle, la porte n'était pas fermée. Ou encore, j'avais beau être professeur d'université, j'étais toujours le numéro un tel. Alors elle disait, je croyais que ça n'existait pas, parce qu'évidemment, les gens auxquels on s'adresse, comme ceux qui sont présents aujourd'hui, sont par définition des gens qui viennent s'instruire et qui par conséquent sont déjà dans l'incertitude. Mais les gens qui ne viennent pas, ils savent déjà ce qu'il faut faire. Et donc, elle entendait par portes ouvertes des confidences qui n'auraient pas dû arriver jusqu'à ses oreilles. Tout ça pour dire que ces mots de pudeur, ces mots de confidentialité, ces petits gestes simples du quotidien ressortissent certainement à l'éthique et que c'est par eux qu'il faut commencer avant de faire des grandes conceptions, des grandes théories qui risquent de nous emmener dans des altitudes qui nous font perdre de vue l'essentiel.
L'incertitude, donc, c'est bien, comme l'a dit Catherine Perrotin, comme il a été rappelé tout à l'heure, prendre des décisions, et les décisions les moins mauvaises, après concertation, parce qu'en effet, seul, on ne les prend pas toujours très bien, ces décisions. Mais autant j'insiste, comme il vient d'être fait, sur le fait que le chef d'orchestre n'est pas nécessairement la personne hiérarchiquement la mieux placée, c'est quelqu'un qui va aménager techniquement le temps, distribuer la parole convenablement, etc. Mais autant je voudrais, de la place extérieure au champ du soin qui est la mienne, insister fortement sur l'idée que la décision ultime, elle n'est pas collective, elle est individuelle. La préparation de la décision est obligatoirement collective. Et il serait indécent et même dangereux de court-circuiter évidemment ce moment-là. Mais n'oublions pas, il ne faut pas tomber toujours dans l'excès inverse, n'oublions pas qu'au bout du compte, il y a quelqu'un qui va endosser quand même la charge de la décision. Et ce sera le médecin. Et ça, je ne veux pas être démagogue, même devant un public essentiellement constitué d'infirmières ou d'infirmiers, pour le négliger. Il y a quelqu'un qui, à la fin, va répondre, va être responsable de ce qui va être dit, qui va être fait, plus exactement. Et quand je dis responsable, ça veut dire y compris devant les tribunaux, éventuellement. Bon, bien sûr, heureusement, ce n'est pas l'éventualité quotidienne, mais ça doit être, me semble-t-il, toujours présent à l'esprit. C'est un peu facile de dire il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela dans une équipe, et puis ensuite de savoir que ce n'est pas soi qui aura éventuellement la charge de pratiquer les gestes qu'il faut pratiquer ou ne pas pratiquer, et puis répondre encore une fois de la décision. Il y a donc individualisation de la responsabilité. Quand nous disons qu'on doit arriver à une réunion d'équipe sans dogmatisme, c'est pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va accepter d'évoluer par rapport à la première idée que l'on se faisait. Et on a quelques études qui nous disent que, par exemple, ça a été fait récemment, dans 15% des réunions de ce genre, le médecin a changé d'avis par rapport à l'idée qu'il s'était faite avant d'entrer en réunion. C'est énorme, 15%. Ça veut dire que là, il y a un progrès absolument fantastique et je vous assure que ce 15%, on ne l'aurait jamais obtenu il y a seulement 10 ans, pour autant que je puisse en juger avec le recul qui est le mien. Refuser le dogmatisme, ça n'est pas sombrer dans le défaut inverse, qui consisterait à dire, puisqu'on est dans l'incertitude, c'est qu'on n'a pas vraiment de branche solide à se raccrocher, et donc nos principes, nos valeurs sont plus ou moins flottants. J'entends dire ça beaucoup aujourd'hui. Vous comprenez, moi j'ai mes valeurs, lui il a les siennes, on est dans une société pluraliste, alors il y a des goûts, il y a des préférences. Attention à ce genre de discours qui peut cacher, masquer finalement, non pas une authentique tolérance, mais une dérisoire indifférence. Il faut faire attention à ce que, pour prendre de bonnes décisions, l'on soit aussi personnellement bien vertébré. C'est-à-dire que si on n'est pas soi-même adossé à des principes et à des valeurs, alors on court le risque, dans l'application au quotidien, de flotter dans une indétermination dangereuse où finalement ce n'est que la friction des opinions qui va finir par faire émerger par un consensus dont on ne sait pas très bien d'ailleurs le processus, une décision. Voilà. Puisqu'on a discuté, on a pris une bonne décision. Non. L'éthique de la discussion est certes importante et il faut entendre et respecter les options, les opinions qui vont être émises, mais si cet échange ne se fait pas sur un fond de solidité personnelle, c'est-à-dire de conviction bien armée, alors oui, nous sommes dans le scepticisme, nous sommes dans le relativisme et nous sommes dans ce que j'ai appelé tout de suite l'indifférence. Et ça, il faut faire très très attention. Alors c'est justement le sens des remarques que je voudrais proposer maintenant. Qu'est-ce donc qu'un praticien, un soignant qui accepte d'être vertébré, c'est-à-dire d'avoir une colonne vertébrale, c'est-à-dire d'avoir non pas de façon arc-boutée des principes généraux et généreux
dont on se moque de la manière qu'ils seront appliqués, mais tout de même, qu'est-ce qui me nourrit intérieurement, humainement, et qui fait que, oui, je reste rivé à des fondamentaux de l'éthique. Alors, ma première remarque consistera à être un petit peu polémique par rapport à ce que je vois un petit peu partout se déployer quand on explique savamment et doctement que l'éthique se diviserait grâce à des grilles de lecture appropriées en certaines catégories et qu'il faudrait remplir des cases et puis ensuite évaluer ces cases pour savoir si oui ou non on a fini par faire émerger une bonne décision. Je fais allusion ici à la grille de lecture qui nous était proposée des États-Unis et qui est arrivée en France sans d'ailleurs validation ou expertise critique par Beauchamp et Childress. Beauchamp et Childress sont deux auteurs américains remarquables au demeurant et intelligents parce qu'au fil des éditions, ils ont su évoluer. C'est un gros livre qui est maintenant traduit en français, sur les principes d'éthique médicale, où grossièrement ils disent que ça peut être une aide à la décision que de bien réfléchir à ce que c'est que l'autonomie, à bien réfléchir à ce que c'est que la non-malfaisance, à ce que c'est que la bienfaisance et à ce que c'est que la justice. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais je voudrais, profitant de la tribune qui m'est donnée, faire observer qu'il y a une manière très vulgarisée et au bout du compte assez douteuse de faire fonctionner cette grille de lecture. Voilà. Là, j'ai respecté l'autonomie. En faisant comme ça, j'ai été bienveillant. Là, en faisant comme ça, j'ai respecté la justice. Là, j'ai été non malfaisant. Je crois que cette manière de faire de l'éthique est peut-être commode, mais en réalité simplificatrice. Pourquoi ? Parce que déjà, rien que dans l'énoncé de ces principes, on a le sentiment que d'avance, il va y avoir un conflit qui ne sera pas réellement soluble. Celui entre une bienfaisance qui sera nécessairement du côté d'un paternalisme où on sait mieux que le patient ce qui est bon pour lui, ou d'un autre côté, on va respecter l'autonomie du sujet sans vraiment se soucier de savoir si c'est bon pour lui. Et on omet dans ce cas-là le fait que ce n'est pas le soigné qui est au centre de la relation de soins. C'est, comme il a été très bien dit sur le schéma qui était tout à l'heure sous nos yeux, même s'il était apparemment, mais il ne l'était pas réellement embrouillé, ce qui est au centre, c'est la relation. Nul n'est tenu de rentrer dans un pacte de soins. Nul n'est tenu de rentrer dans un pacte de confiance. Mais dès lors qu'il y a pacte de confiance, c'est que ce qui est central, ça n'est pas évidemment le médecin tout seul de son côté qui saurait mieux que le patient ce qu'il est bon pour lui, ni à l'excès inverse, le patient tout seul qui saurait mieux que tout le monde ce qui est bon pour lui, mais ce qui ensemble doit être décidé. Et donc, prendre le risque de dire « je remplis la case autonomie, je remplis la case bienveillance », c'est immédiatement fabriquer une opposition, à mes yeux factice, qui ne peut que créer des désordres et ne pas réellement éclairer la décision à prendre suite à la discussion. D'ailleurs, j'observe que cette grille venue des États-Unis et chez Beauchamp et Childress a énormément évolué, mais comme toujours, les Français lisent la première version, celle de 1990, alors que dans les dernières versions, ils ont sérieusement tempéré justement cette manière de regarder les choses, et en particulier du côté de l'autonomie, ils ont fini par admettre qu'une autonomie qui ne tenait pas compte de la vulnérabilité de celui qui était autonome était désastreuse, était même falsifiée. Donc, je voulais dire cela. Et en même temps, faire remarquer que dans la philosophie continentale, nous avions des ressources qui ne sont pas les mêmes. Et nous avions, par exemple, je suis moi-même, je ne m'en cache pas, disciple de Paul Ricoeur, et du côté de Paul Ricoeur et de ceux qui ont à sa suite et avec lui réfléchi à l'éthique médicale, élaboré une autre grille qui d'ailleurs, par des instances européennes, a été souvent prise en compte et qui, au lieu de prendre les 4 principes que je viens d'énumérer et qui sont culturellement davantage adossés à une manière de penser et de voir les choses aux États-Unis, pourquoi ne sommes-nous pas plus fiers que cela de notre propre tradition ? Nous avions donc 4 autres principes à faire valoir. L'autonomie, certes,
mais aussi la vulnérabilité, mais aussi la dignité, mais aussi l'intégrité. Et donc c'est une autre manière aussi de voir les choses qui, du coup, ne fait pas rentrer en opposition frontale des principes comme dans la grille précédemment évoquée. Alors c'est évidemment de ce deuxième côté que je me situe personnellement très, très volontiers et que en quelques minutes je voudrais vous proposer de réfléchir. D'abord la vulnérabilité. Chacun sait que ça signifie vulnus, la blessure possible. Ça veut dire que nous ne pouvons pas oublier le fait que même non malade, même non en fin de vie, l'être humain est limité. En philosophie, nous le disons avec un mot un peu technique, un peu savant, nous disons qu'il y a à prendre en compte la finitude humaine, c'est-à-dire le fait que nous avons un commencement, nous aurons une fin, nous avons un corps, nous sommes des êtres incarnés, nous ne sommes pas des purs esprits, et par conséquent, nous sommes exposés à la maladie, nous sommes exposés à la vieillesse et nous sommes exposés à la mort. Et nier, négliger cette dimension essentielle de l'humaine condition qu'est la vulnérabilité, c'est évidemment passer à côté de l'humanité elle-même. Alain Derniot, tout à l'heure, a fait remarquer que on croyait, surtout du côté des États-Unis, aujourd'hui à l'immortalité terrestre. Il y a en effet des fondations très importantes qui se sont dotées de moyens pour nous permettre, grâce à la régénération cellulaire, de vivre indéfiniment. Alors on peut évidemment plaisanter autour de cette illusion scientiste de l'époque, mais on peut aussi y lire le symptôme de l'idée que la médecine, elle est faite pour nous préserver justement de la condition humaine, pour franchir les bornes de la condition humaine, pour précisément confondre le soin et la guérison. Vous savez, le mot de soigner a fini dans le langage courant bien souvent par signifier guérir. Je vais soigner quelqu'un, il va me soigner, ça veut dire il va me guérir. Eh bien non, la médecine, je crois qu'il faut lui restituer ici sa vocation essentielle, fondamentale. La médecine n'est pas faite pour nous guérir indéfiniment. Et c'est bien parce qu'elle a fini par le croire à certains moments qu'elle a sombré, dans les années 70 en particulier, du côté de ce que le grand public a fini par appeler acharnement thérapeutique et qui est mieux nommé obstination déraisonnable, et qu'elle a fini aussi par oublier ses missions essentielles qui étaient précisément le prendre soin, le fait de soulager la personne, quelle que soit sa situation, mais sans nier pour autant justement sa condition dont je répète qu'elle est finie, au sens de la finitude. Donc la vulnérabilité, c'est le fait d'accepter d'être blessé dès lors qu'on est un humain, tout simplement. Alors je sais bien que si on insiste sur cette dimension, on court le risque de négliger l'autre dimension dont je dirai un petit mot dans un instant, et qui est le respect de l'autonomie du patient. Mais en réalité, comme toujours, il ne s'agit pas d'opposer des concepts, il s'agit de les marier, de les articuler. Et que serait une autonomie qui ne tiendrait pas compte de la vulnérabilité? Mais que serait également une prise en compte de la vulnérabilité qui oublierait que même dans l'état de détresse la plus extrême, même dans l'état d'inconscience la plus étonnante, il n'y ait pas encore à rechercher ce que l'individu voudrait ou aurait aimé qu'il soit dit s'il était en état de s'exprimer. Et vous savez que les dispositifs législatifs encouragent à aller dans cette direction quand ils permettent de nommer, par exemple, une personne de confiance ou de rédiger des directives anticipées. Donc, notre autonomie, elle est, pour reprendre un mot de mon excellente collègue Corinne Pelluchon, une autonomie brisée. Je ne peux